Bonjour à tous et bienvenue dans Business Sport, votre rendez-vous consacré à l'actualité de l'e-sport, toujours en compagnie de Twix. Comment vas-tu ? Excellente forme, je suis là pour l'actualité de l'e-sport, bien évidemment. Et aujourd'hui, Laure, on va apprendre des choses, ça va être très intéressant. On va apprendre beaucoup de choses et on va parler de l'e-sport dans sa globalité justement, puisque nous avons avec nous Nicolas Bezombre, directeur en sciences du sport et vice-président de l'association France e-sport aussi. Comment vas-tu ? Mais je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. On est très content de te recevoir. Alors on parlera justement du baromètre 2020 que vous avez sorti avec France e-sport, on le détaillera ensemble. Mais avant ça, on va passer au sommaire. Un sommaire chargé avec un véritable coup de tonnerre qui a eu lieu lors du Mercato sur League of Legends. Martin Larsson, alias Reckless, quitte Fnatic en direction des rivaux de G2 Esports. Reckless, le monde ou rien, c'est notre dossier de la semaine. France e-sport a sorti le nouveau baromètre de l'e-sport 2020. Qui sont les joueurs ? Comment évolue la pratique de l'e-sport en France ? Nicolas Bezombre sera avec nous pour tout nous expliquer. Et on parlera également CSGO, Brawl Stars et pour terminer Fortnite dans le reste de l'actu e-sport avant de vous donner quelques lauréats sur les eSports Awards. Un programme chargé, effectivement. Et alors, Nicolas, évidemment, heureusement, tu es avec nous pour nous éclairer. Vous avez sorti le baromètre, on le répète, 2020 de France e-sport. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette étude, son but, comment est-ce que vous l'avez réalisé, explique-nous. Alors, l'objectif principal de cette étude, c'est d'essayer de comprendre et de connaître un petit peu mieux qui sont les joueurs d'e-sport en France et quelle est, d'une certaine manière aussi, qui sont ces fans qui regardent de l'e-sport. L'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, il existe pas mal d'études au niveau international, mais en France, on a quand même pas mal de difficultés à cerner un petit peu qui est cette population. Et donc, l'envie de France e-sport, c'était d'offrir un outil à la fois à tous les acteurs, à la fois associatifs et économiques du secteur, mais aussi aux institutions de mieux cerner notre phénomène. Il veut également dire, parce qu'en France, on a un environnement un petit peu particulier, bien sûr, hybride sur notre aussi, consommation. Ouais. On a beaucoup de choses qui vivent un petit peu dans notre microcosme. Et c'est justement, on va regarder directement quelques petites lignes de ce baromètre pour tenter, nous aussi, Laure, d'apprendre quelque chose. Et notamment, quelque chose qui était très intéressant, le nombre de consommateurs. Est-ce que ça monte ? Est-ce que finalement l'émulsion se poursuit ? Et on va constater justement l'augmentation de 500 000 consommateurs d'e-sport en 2020 par rapport à 2019, avec donc dans les détails que vous avez devant vous, 7,8 millions par rapport à 7,5 millions en 2019. Alors bien sûr, ce sont des chiffres qui veulent dire ce qu'on veut leur faire dire, mais du coup, venant d'un expert, qu'est-ce que ces chiffres veulent nous dire, Nicolas ? Alors, pour vraiment être très précis, cette année, c'est 7,8 millions de personnes qui sont concernées par l'e-sport, c'est-à-dire qui soit le consomment, soit le pratiquent. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une stabilité entre l'année 2019 et l'année 2020. L'augmentation, elle sera intéressante à observer en termes de tendance sur une plus longue période que simplement d'une année sur l'autre. Mais en tout cas, ça prouve que le phénomène, il est stable, il est durable pour le moment. Et donc, on a toujours des personnes qui vont soit spécifiquement que regarder de l'e-sport, soit qui vont en regarder et en pratiquer. Et puis on a une cible un petit peu cœur qui va énormément pratiquer l'e-sport sans forcément le regarder. Et donc on va s'intéresser grâce au baromètre finalement aux différentes formes de pratique et d'usage finalement qu'ont ces différentes personnes. Alors ce qu'on constate, c'est que si les consommateurs augmentent, les joueurs, eux, en revanche, ont tendance à baisser en 2020 dans l'ensemble des catégories du baromètre finalement. Donc que ce soit loisirs, grand public ou amateurs, ça veut dire que les gens jouent moins globalement ? Ça veut dire que les gens ont moins eu l'occasion de faire des compétitions, principalement. C'est-à-dire que la situation actuelle explique aussi un petit peu certaines difficultés. Et donc, ce qu'on observe, c'est principalement sur la catégorie des e-sportifs de loisirs, où on a une baisse qui est significative. On ne se l'explique pas tout à fait complètement, mais en tout cas, sur les deux autres catégories, même si les baisses sont très légères, c'est plutôt quand même des catégories qui stagnent en termes de nombre de populations, qui ont à peu près les mêmes profils par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que plus on va vers une pratique compétitive, plus la pratique est jeune et plus la pratique est masculine, et plus la pratique est aussi une pratique de catégorie sociale professionnelle supérieure de manière générale. Et ce qui est intéressant avec cette année, c'est qu'on a interrogé un panel qui est suffisamment important pour avoir des données aussi en région, au niveau des acteurs locaux, et on sait qu'on a pas mal d'acteurs du secteur qui ne sont pas forcément en région parisienne et qui sont, que ce soit dans la région Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpes ou encore la région Nouvelle-Aquitaine, il y en a beaucoup, et donc pouvoir leur offrir aussi des données qui puissent leur permettre de sensibiliser les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, et c'était quelque chose qui était important pour nous aussi cette année. C'est vrai j'ai personnellement vu justement cette émission-là avec tous les événements locaux qu'il y a pu avoir dans les dernières années, et toutes les régions sont extrêmement motivées, et justement, je suis très content que ça se revoie juste ici. Bien évidemment, au niveau des pratiquants d'e-sport, on va être plutôt attiré par ce qu'il y a de plus compétitif, c'est-à-dire Laure.
League of Legends. Évidemment. League of Legends, tout de même, qui est monté au top, CSGO, Fortnite. Mais en contrepartie, on regarde que dans la consommation plutôt grand public, on est beaucoup plus intéressé par tout ce qui a trait au sim racing, aux jeux de véhicules, si je peux les catégoriser comme ça. Même si, au niveau de la scène e-sportive, elle existe, bien entendu. On a eu l'occasion d'accueillir beaucoup d'intervenants sur ce plateau. Mais elle est quand même largement moins fournie que les autres. Comment on pourrait s'amuser à expliquer cette... Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que selon les différents profils qu'on a identifiés, c'est pas du tout les mêmes pratiques et c'est pas sur les mêmes jeux, comme tu le dis, que l'on pratique finalement l'affrontement par l'intermédiaire du jeu vidéo. Et plus on va vers en tout cas un profil qui est très compétitif, plus on va retrouver les jeux majeurs de l'e-sport, les plus populaires que tu as cités, et plus par contre on va sur une pratique de loisir et plus les gens finalement s'offrent la possibilité de jouer à des choses qui sont peut-être pas les jeux les plus... on va dire la cible cœur des jeux e-sport et des jeux peut-être un peu plus confidentiels sur lesquels il y a peut-être un peu plus d'aléatoire et donc finalement le principe, on va dire la motivation première c'est le fun, c'est le plaisir avant d'être l'affrontement. Ça c'est de plus en plus rare le fun. Ouais, surtout dans les jeux vidéo maintenant, puisqu'on se rapproche vraiment de la pratique compétitive. Mais une dernière statistique que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est justement ce qui concerne ceux qui regardent l'e-sport, puisqu'on voit que 1,5 million de Français regardent de l'e-sport au moins une fois par semaine. Et que League of Legends arrive en tête du classement, on peut dire merci à nous, je pense, de ce côté-là. Alors, c'est dans la catégorie amateur et loisirs, évidemment, suivi de Fortnite et CSGO. En revanche, côté grand public, alors, ils iront plus vers des jeux comme Fortnite ou FIFA, ce que je trouve logique, finalement. Le même classement qu'en 2019, finalement, à l'exception de League of Legends, qui passe en tête des jeux les plus populaires pour la catégorie loisirs. Donc, est-ce que c'est maintenant le jeu e-sport le plus populaire, Nicolas ? En tout cas, en France, d'après notre étude, oui, clairement, League of Legends s'est immiscé dans les 3 profils de pratiquants qu'on a identifiés, a d'une certaine manière, on va dire, solidifié sa première place dans la catégorie des e-sportifs amateurs. Chez les e-sportifs de loisirs, il s'est hissé en première place et il fait sa rentrée aussi dans les joueurs grand public. Donc on est sur un jeu qui, aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce que League of Legends, c'était un jeu qui était extrêmement réputé pour l'e-sport. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que même dans une pratique de loisirs, League of Legends fait partie aussi des jeux majeurs en France. Alors, une petite question là-dessus, parce qu'on a souvent parlé de l'accessibilité, de la compréhension justement des jeux e-sport pour le grand public, tu en parlais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on explique qu'un jeu aussi obscur, j'ai envie de dire que League of Legends, on le voit ici, c'est un jeu pour les initiés, ça parle pas à tout le monde. Comment est-ce que c'est si populaire ? Finalement, déjà, le nombre de pratiquants, d'utilisateurs mensuels sur le jeu est quand même de plus en plus élevé. Il y a eu pas mal d'efforts de fait de la part aussi de l'éditeur Riot Games de rendre le jeu de plus en plus accessible, pas que sur ses aspects compétitifs, mais aussi à la fois dans le lore du jeu de manière générale, le nombre de personnages qui continue à augmenter, d'avoir du contenu régulier qui puisse parler au plus grand nombre et d'une certaine manière de casualiser, on va aussi dire ça, son jeu. Et donc, il y a aussi le fait que ça fait 10 ans qu'il existe le jeu. Si au début, c'était peut-être extrêmement délicat en tout cas d'appréhender le jeu et la population n'était pas forcément acculturée à League of Legends. Après 10 ans, aujourd'hui, on en parle tellement que finalement, les gens finissent par finalement comprendre les règles. De la même manière que dans le sport, au début, on ne comprend pas forcément les règles du baseball et plus on le pratique, plus on les comprend. Absolument. On ne les comprend pas du tout jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas, pour quelques lignes de ce baromètre. Mais justement, on voudrait revenir un petit peu sur le cap ou plutôt l'initiative derrière ce baromètre, derrière cette photographie de notre environnement e-sportif, notamment par le biais de France e-sport. À quoi est-ce que ça peut servir, bien sûr dans des médiums de compréhension, bien sûr de ce qu'on fait et de ce qui évolue dans notre scène compétitive, mais est-ce qu'il y a un objectif, un cap vers lequel vous vous dirigez en regardant tout ça ? Oui, alors déjà pour notre secteur, ça nous semble extrêmement important que le secteur comprenne finalement l'écosystème dans lequel il baigne d'une certaine manière, et donc on veut que ça soit un outil qui soit utile pour les acteurs du secteur, donc à la fois des acteurs associatifs qui cherchent à se rapprocher notamment des collectivités territoriales au niveau local, où pour elles c'est hyper important d'avoir finalement des données à présenter. Exactement. Ouais, pour les acteurs économiques aussi, dans le cadre de partenariats économiques qui pourraient nouer dans les prochaines années et qui puissent montrer quelle est la spécificité du marché français, et notamment avec cette catégorisation des profils, de montrer à un partenaire économique, lui dire si vous voulez toucher cette cible-là, voilà quelles sont leurs pratiques, quels sont leurs usages, et d'en faire un outil qui soit adapté aussi pour ça. Et puis après, au niveau institutionnel, bien évidemment, que ce soit le gouvernement, les différents ministères ou les collectivités territoriales, c'est leur montrer finalement que
si on veut pouvoir les encourager à développer ce secteur ou en tout cas à le soutenir économiquement et socialement, en leur donnant, ils ont besoin de le comprendre et d'avoir des données qui soient objectives. Leur dire qu'il y a 200 joueurs professionnels en France, ça les intéresse, mais ça ne fait pas finalement grand-chose sur lequel ils peuvent s'appuyer. Par contre, leur montrer qu'il y a 7 millions de personnes qui sont concernées par cette pratique-là, tout d'un coup, ça devient un peu plus important. On espère en tout cas qu'ils arriveront à avoir les informations nécessaires grâce à votre travail. On en a bien besoin. On en a bien besoin, ouais. Nicolas, tu restes avec nous puisque alors, tu as une relation toute particulière avec le CIO. On en parlera justement tout à l'heure puisqu'on veut parler de l'e-sport aux Jeux Olympiques. Mais avant ça, coup de tonnerre dans le mercato League of Legends avec le départ de Reckless de chez Fnatic. Reckless, le monde ou rien, c'est un sujet de Thibaut Braccio et Baptiste Meffray. Après les championnats du monde de League of Legends, c'est l'heure du mercato. Si la scène compétitive a l'habitude d'être chamboulée pendant cette période, c'est un véritable coup de tonnerre qui a frappé la Ligue européenne. Le seul transfert capable d'éclipser le départ de Perkz, le joueur le plus titré du championnat, vers l'Amérique du Nord quelques jours auparavant. Ce départ, c'est celui d'un prodige, celui du visage de l'une des plus grandes structures e-sport du monde. Ce départ, c'est celui de Martin Larsson, Reckless. Reckless, le monde ou rien, c'est notre dossier de la semaine. Pressenti à une carrière de footballeur, c'est une rupture des ligaments croisés à l'âge de 14 ans qui amènera le jeune Suédois à se projeter sur League of Legends. En 2011, le jeu est loin d'avoir le rayonnement d'aujourd'hui. Les premiers mondiaux viennent de se terminer, couronnant pour la seule et unique fois de l'histoire une équipe européenne, celle de Fnatic contre les Français de AAA. Fort de son talent lors des parties en ligne, Reckless est alors détecté en 2012, à seulement 16 ans, par les champions du monde en titre. L'histoire entre Fnatic et Reckless commence, et si le club orange et noir était persuadé d'avoir recruté un diamant brut, il ne pouvait pas imaginer qu'il signait ici, celui qui deviendra plus tard son porte-étendard. Le prodige suédois est trop jeune de 3 mois pour participer à la première saison du championnat européen, réservé aux joueurs de plus de 17 ans. Il sera alors prêté, comme au football, à l'équipe des Copenhagen Wolves, évoluant en seconde division et qui réalise cette année-là la meilleure saison de son histoire. Suffisamment âgé, Reckless retourne chez Fnatic pour disputer la saison 2014 et obtient dans la foulée son premier titre européen. Le premier d'une longue lignée, et si le talent du joueur suédois est incontestable pour l'ensemble des observateurs, c'est collectivement que ça bloque. Fnatic chute en finale des LCS, le club ne sort pas des poules du mondial, les joueurs partent les uns après les autres, c'est la cata, au point de voir sa star, elle aussi, prendre le large. Reckless quitte le nid et s'envole chez Alliance, rebaptisé Element pendant son passage, avant d'être rapatrié dans l'équipe qui l'a révélé seulement 6 mois plus tard. Nous sommes en 2015, cette fois c'est clair, Fnatic ne perdra plus sa pépite. Si un joueur doit rester confortablement assis sur son siège, c'est lui, allant même jusqu'à se voir confier le rôle de capitaine la même année. L'histoire est en marche, la réputation de Reckless dépasse les frontières européennes. Le joueur devient une star mondiale, l'un des meilleurs du monde à son poste, et avec ses milliers de followers sur les réseaux sociaux, il devient une véritable puissance marketing. Le visage et l'icône de l'un des plus grands clubs e-sport du monde. Reckless, c'est Fnatic. Fnatic, c'est Reckless. Mais si la star et son palmarès de 566 matchs joués avec le club pour 26 compétitions remportées a décidé de quitter une nouvelle fois les rangs de l'écurie orange et noire, c'est parce qu'un seul trophée lui manque pour toucher le sommet, celui de champion du monde. Un trophée que l'équipe ne pouvait de toute évidence pas lui assurer, et ça malgré l'offre de prolongation la plus importante que le club n'a jamais faite pour l'un de ses joueurs. Peu importe son montant, cette proposition n'efface pas le traumatisme de la finale de championnat du monde perdue 3-0 en 2018. Une seule équipe peut lui offrir ce rêve. Les rivaux, les Galactiques de G2 Esports, 8 fois champion d'Europe, finaliste du Mondial 2019. C'est en noir et blanc qu'évoluera Reckless la saison prochaine, mais une chose est sûre, peu importe ses nouvelles couleurs, pour ses fans, ses prochains trophées auront toujours quelques reflets orangés. Eh
bien entendu, nous faisons un coucou à Baptiste, notre monteur et grand supporter de Reckless et de Fnatic, qui doit vivre des moments un petit peu compliqués. Ouais, mais bon, comme beaucoup de fans. Voilà, l'ambiance est là, l'ambition bien sûr est là pour Reckless. Objectif championnat du monde, ça a toujours été ça qu'il avait en tête et qu'il a toujours eu en tête. Martin Larsson. Et donc justement Nicolas, de retour avec toi, on imagine que voilà un joueur aussi emblématique qui quitte une structure, ça fait évidemment des vagues. On parlait dans le sujet d'une puissance marketing, mais ce serait presque ne pas rendre hommage à l'impact de Reckless. Est-ce que son départ d'un joueur emblématique comme ça peut mettre en danger jusqu'à toute la structure, selon toi ? Je pense que, en tout cas, clairement. 2012 quand même. Oui, non, c'est évident. C'était le visage de Fnatic depuis toujours. C'est évident que pour Fnatic, il va falloir certainement aussi penser à l'après Reckless et notamment en termes de communication et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans qui étaient avant tout fans de Fnatic parce qu'ils étaient fans de Reckless. Donc, à voir un petit peu quel impact ça va avoir sur la structure. Je saurais pas dire si ça va avoir un impact massif et très négatif, mais en tout cas, c'est certain que c'est certain que ça va avoir un effet, quoi. Ouais, en tout cas, un seul objectif pour G2 Esports maintenant, ramener la Coupe de l'Invocateur. L'année prochaine, lors des championnats du monde, on veut une victoire de l'Europe enfin, et j'imagine que c'est avec cette équipe-là qu'on peut l'imaginer. Bon, Nicolas, comme on le disait, tu travailles en collaboration avec le CIO. On parlait du développement de l'e-sport, notamment par rapport aux Jeux Olympiques. On sait qu'une compétition devait se tenir justement cette année en marge des JO de Tokyo. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là ? Au même titre que... Alors, disons que pour le mouvement olympique, ce qui fait sens, c'est bien évidemment d'avoir à la fois cette compétition donc sur 2 jeux, à savoir Street Fighter V et sur Rocket League, en parallèle de l'événement olympique réel, j'ai envie de dire. C'est en tout cas comme ça qu'ils l'avaient pensé. Le fait qu'il y ait eu ce report des Jeux Olympiques pour l'année prochaine, en tout cas on l'espère, pour eux ça n'a pas changé leur stratégie, à savoir toujours cette volonté d'allier les deux et de en fait trouver une synergie entre le monde du sport et de l'e-sport qui soit mutuellement bénéfique sur des moments forts qui puissent mettre en valeur les deux pratiques. Donc pour l'instant, comme on ne sait pas vraiment au niveau même du mouvement olympique si les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 vont pouvoir se tenir, on ne sait pas ce qu'il en est, mais ce qui est évident, c'est que si les Jeux Olympiques se tiennent bien, l'événement sur Rocket League et sur Street Fighter V aura lieu. En plus, c'est un open qualifier, donc c'est-à-dire ouvert à toutes et tous, n'importe qui peut participer. Et en France, sur les 2 jeux, en plus, on a quand même on a des vraies chances hyper intéressantes. Si jamais les Jeux Olympiques, j'ai envie de dire l'événement olympique classique n'arrivait pas à se tenir, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, mais à ce moment-là, j'imagine qu'il y aura toute une réflexion qui sera menée sur effectivement qu'est-ce qu'on fait avec l'e-sport à ce moment-là. Est-ce qu'on en profite pour donner du contenu digital, quoi. Est-ce qu'on est inquiet vis-à-vis des propos qu'avait tenus Thomas Barr, donc le directeur du CIO, il y a à peu près de ça 1 an? On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était plutôt refroidissant, quoi, pour dire simplement ce qu'il en est. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un revirement ou peut-être une autre adaptation du format en marge des JO ? Sur ce format-là, je pense pas, clairement. C'est notamment parce que, en fait, derrière ce tournoi qui s'appelle donc l'Intel World Open, il y a à la fois un sponsor olympique majeur qui est Intel et qui est un sponsor majeur de l'e-sport depuis des années, à savoir encore une fois Intel, et donc qui fait le lien et ça fait tout à fait sens. Après, sur toutes les stratégies qui sont de collaboration qui sont développées au sein du mouvement olympique, aujourd'hui, ce qui est évident, c'est qu'il y a 2 voies qui ont été proposées par, on va dire, le mouvement olympique. Une première qui va être très dynamique, qui va être autour des jeux qui simulent des sports existants, donc toutes les simulations sportives, et notamment tous les jeux qui vont permettre au corps d'être engagé d'une manière plus importante que simplement au niveau des bras. Donc c'est pour ça que Zwift, pour le vélo, est souvent pris en exemple, mais des jeux comme Virtual Regatta, FIFA, PES, NBA 2K, toutes les simulations de sport, en tout cas, il y a une vraie demande de la part du mouvement olympique à aller sur ces jeux-là. Par contre, sur tout le reste de l'e-sport, et qui est notamment l'e-sport majeur, là, les stratégies sont un peu plus, on va dire, indirectes, c'est-à-dire travailler plutôt sur le joueur que sur l'e-sport en lui-même, c'est-à-dire faire la promotion de la santé des joueurs comme pour des athlètes olympiques, essayer de promouvoir le sport, l'activité physique, un bien-être qui soit lié à un cadre de vie. Des valeurs olympiques, tout exactement. Et donc, ça va plus être de manière indirecte sur ce type de jeu-là. Bon, en tout cas, on sait qu'en septembre, l'Ukraine a annoncé qu'il considérait à partir de maintenant l'e-sport comme un sport à part entière. On sait que c'est des discussions qu'on a eu beaucoup en France. La nécessité, j'ai envie de dire, que l'e-sport soit reconnu comme un réel sport. On en est où aujourd'hui de ce genre de discussion ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut toujours pour la France, notamment, Nicolas ?
Alors aujourd'hui, non, pas spécialement. Le cas français est assez particulier puisque le sport bénéficie d'un cadre juridique qui est très contraignant, en tout cas qui est plus contraignant que dans beaucoup d'autres pays, et notamment l'une de ces contraintes réside dans la propriété intellectuelle des jeux, puisque aujourd'hui, les fédérations de sport, en tout cas, ont le contrôle de l'organisation et de la régulation des compétitions sportives de leur sport. Il n'y a pas d'éditeur de football. Non. Voilà. Et donc, si jamais l'e-sport était reconnu comme un sport en France, il y aurait certainement des avantages, mais l'une des grandes contraintes, ce serait effectivement que les éditeurs prendraient le risque de perdre leur propriété intellectuelle dans le cas français. Et donc à ce titre-là, l'un des grands risques, c'est que les éditeurs, nous on a une vraie chance en France, c'est qu'on a beaucoup d'éditeurs qui ont des bureaux locaux en France, ce qui permet d'avoir ce dynamisme aussi sur la scène française. Oui, oui. Et c'est que ces éditeurs, sentant qu'ils perdent le contrôle de leur propriété intellectuelle, partent de France. Et à ce moment-là, le secteur n'aurait plus ce soutien qui est quand même une vraie spécificité française. En tout cas, ça clôt le débat justement sur sport et e-sport en France pour l'instant. Merci. Il y aura d'autres solutions. Nicolas. Il y aura d'autres solutions. Il y en a plein. En tout cas, on parlait de médailles. On va rester sur ce sujet puisque ce week-end, Vitality ont enfin décroché la leur sur CSGO. Après 4 finales perdues en 2020, ils sont champions des IEM Beijing et on en parle dans la suite des News e-sport présentées par Stéphane Cochara. L'heure de Vitality est enfin venue sur CSGO et quelle délivrance! Après avoir perdu 4 finales en 2020, les hommes d'Apex ont renversé les Navis de Simple avec la manière en finale des IEM Pékin. Et pourtant, ça partait plutôt mal. Rapidement menés 2-0, les Français ont sorti la tête de l'eau sur Overpass, carte choisie par leur adversaire sur le score de 16-5. Choix surprenant ensuite puisque le vétéran Shox a laissé sa place à la jeunesse sur Inferno. Et choix payant puisque Mizuta, Nivera et bien sûr Ziwo, moyenne d'âge d'à peine 19 ans, ont porté l'équipe avec 20 éliminations chacun. Ce mec est un génie de Counter-Strike, il a inventé Counter-Strike, il est né le même jour que Counter-Strike. Vitality revient dans le match, tout se joue sur Mirage, Shox reprend sa place, Ziwo donne le ton avec 2 aces sur le premier side, Navi n'y arrive plus. Cette victoire, elle ne leur échappera pas une nouvelle fois. Vitality conforte son statut de numéro 1 mondial et voit déjà les fruits de son travail de rotation à 6 joueurs, une première sur Counter-Strike. Il fallait bien ça pour sabrer le champagne. Et c'est pas le seul club français champion du week-end, le PSG eSport a remporté le championnat du monde sur Brawl Stars, le jeu d'arène en 3v3 sur mobile. L'équipe a largement dominé les débats et s'est frayé un chemin jusqu'au trophée en remportant tous ses matchs 3-0. Et ouais mon pote, ici c'est Paris. En Suède, Flecha s'est fait épingler par la justice pour évasion fiscale. Le joueur de Fnatic sur CSGO n'a pas déclaré 120 000 $ de ses gains en tournoi en 2015. Initialement condamné à 4 mois de prison, le joueur a fait appel et devra finalement purger 120 heures de travaux d'intérêt généraux et payer une majoration de 40%. Pas d'écho avec les impôts. Rien ne va plus dans la division américaine de Rainbow Six. Lâché par United qui se retire de la compétition et sans écurie pour le moment, le français Alphama et son équipe ont été exclus de la compétition. Ça grondait déjà quand Ubisoft a annoncé l'intégration d'une équipe de seconde division qui évolue également sans club. Mais quand l'histoire se répète avec Tempo Storm, que les joueurs gardent leur place et qu'Ubisoft fait le dos rond, on ne comprend plus rien. Courage Alphama. On termine avec du Fortnite. Les FNCS devraient reprendre d'ici le mois de décembre, mais en attendant, il y a encore des tournois. Et pendant les EU encore, on a assisté à un final inédit et plutôt cocasse. Éliminés dès le spawn lors de la dernière partie, Andylex, Xwiz et Yanis ont quand même décroché la première place du tournoi, à égalité avec le trio de Mongral, Mitro et Tyson. Avec 363 points chacun, il a fallu sortir les calculettes et les deux équipes ont été départagées au nombre d'éliminations moyennes. Ça s'est joué à 0,2 kills pour le trio de MCES. C'était short, bravo à eux. Le PSG eSport, champion du monde sur Brawl Stars et également Ziwo qui met des têtes de folie. Enfin bref, les clubs français, les joueurs français nous envoient du très lourd en ce moment. Et donc on va terminer cette émission avec un secteur où on n'a pas trop envoyé du lourd. Parce que ce sont les eSports Awards, comme vous disiez dans le sommaire. Ah oui, Bubu ? Oui. Alors, on sent, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fiche, c'est pas aussi sacré que le Ballon d'Or, mais il y a des choix un peu douteux de temps en temps. Mais c'était une cérémonie sympa quand même. Beaucoup de titres pour des structures ou des personnes européennes. Je te laisse en parler, Félix. Absolument, structure européenne. Comme je disais, la France n'est pas trop bien débrouillée à ce niveau. Équipe e-sport de l'année, une petite suggestion, peut-être Nicolas, très rapidement, pour toi, une équipe qui t'a marqué cette année, qui mériterait un award, par exemple. G2, en tout cas, ouais. C'est une très bonne suggestion. Malheureusement, on va aller voir du côté de Dota 2 avec Team Secret.
Une équipe, bien sûr, qui envoie du très très lourd en ce moment sur son secteur de spécialisation, mais qui quand même soulève une certaine blague, puisqu'on se souvient de l'année passée, OG, donc structure quand même que nous connaissons très bien et que nous saluons, avait réussi l'exploit de remporter 2 International back-to-back et n'avait pas réussi à avoir le titre de structure e-sport de l'année. Donc c'est plutôt marrant que cette année, ce soit à nouveau une équipe Dota 2 qui l'emporte. Carton plein pour G2 e-sport, par contre, ça tu avais totalement raison. Alors, structure e-sport de l'année, c'était équipe e-sport de l'année précédemment, pardon pour ma petite erreur. Streamer de l'année avec eBay, encore une fois G2 e-sport. Et on termine avec personnalité e-sport, avec son boss, évidemment, Carlos Rodriguez, alias Ocelot, que vous voyez actuellement sur votre écran, qui, ma foi, a fait plutôt un bon travail d'influencing. Très bon travail d'influencing. Et on finit avec Shox qui gagne le Host of the Year Award. C'est le 2e qu'elle gagne. Un travail absolument titanesque qu'elle a fait pendant les Worlds. Donc voilà, Shox, c'est entièrement mérité. Bravo à toi, t'as passé une année de dingue. Alors on finit, Nicolas, j'en parlais au début de l'émission, tu n'es donc pas directeur des sciences du sport, mais docteur des sciences du sport. Et donc où est-ce qu'on retrouve un docteur des sciences du sport si c'est pas sur Twitch comme la plupart des influenceurs qu'on a dernièrement? Alors déjà, moi, on me retrouve à l'université avec mes étudiants. Et puis ensuite, généralement, sur Twitter, c'est là où je m'exprime le plus souvent, donc voilà. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup encore une fois pour tout le travail que tu fais pour la reconnaissance de l'e-sport en France. Merci d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir. Et Twitch, merci pareil de m'avoir accompagné comme tous les mardis. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est important. S'il vous plaît. Voilà. Tu veux finir? Allez, oui, je te s'il laisse vous plaît. finir. Au revoir, à la semaine prochaine. Passez un bon moment. Des gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Vive l'e-sport.